Je m'appelle Jérôme Faure, je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis aussi professeur chargé de cours à l'École Polytechnique et je travaille au laboratoire d'optique appliquée. C'est un laboratoire du CNRS, École Polytechnique ENSTA. Il est situé sur le campus de l'École Polytechnique, à Palaiseau, sur le plateau de Saclay. On est environ 70 personnes. Notre grande spécialité, c'est les lasers ultra courts et ultra intenses et leur interaction avec la matière. Je suis responsable de l'équipe Appli. On est une dizaine de personnes, 6 membres permanents, 3 thésards et 2 postdocs. L'équipe est divisée en deux en fait. La première thématique est portée par Davide Boschetto, consiste à étudier la dynamique ultra rapide dans les solides. Et la deuxième thématique que je porte, qui est en fait l'interaction laser-plasma à très haute intensité pour faire des sources d'électrons ultra brèves, à haute répétition, pour aussi fournir des nouveaux instruments pour sonder la matière. Ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de réaliser un véritable accélérateur de particules en utilisant un laser et un plasma. On prend un laser très intense, on le focalise dans un gaz. Le gaz est ionisé, on a un plasma. Et l'interaction du laser avec le plasma va créer une structure accélératrice. Sur quelques dizaines de microns, on va pouvoir accélérer des particules à la vitesse de la lumière. L'originalité de nos recherches vient du fait qu'on utilise des impulsions extrêmement brèves, de quelques femtosecondes seulement. Donc ça nous permet d'atteindre des hauts niveaux d'intensité avec très peu d'énergie laser, et donc on peut avoir un fonctionnement à haute cadence, au kilohertz, ce qui est vraiment unique. Ça a été un véritable challenge expérimental, donc il y a eu tout un travail sur le laser pour atteindre vraiment le niveau de puissance de 1 TW nécessaire pour cette physique-là. Je m'appelle Rodrigo Lopez, je suis ingénieur de recherche au laboratoire d'optique appliquée. Je dirige le groupe PCO, dont le cœur de métier est le développement de sources laser qui délivrent des impulsions très très courtes, de l'ordre de quelques cycles optiques. Les gens qui travaillent en particulier sur ce système sont les étudiants en thèse, Marie Houillet et Jasmine Kaur. Les expériences de Jérôme Faure imposaient des critères drastiques sur les impulsions délivrées par le système laser. La première brique, c'est un amplificateur à dérive de fréquence, dit CPA, qui délivre des impulsions longues, donc quelques dizaines de femtosecondes, mais dont la phase enveloppe porteuse, c'est-à-dire le décalage des maxima du champ électrique par rapport à l'enveloppe d'intensité, est stabilisé et facilement stabilisable. La deuxième brique technologique, c'était de s'assurer que les impulsions aient le profil temporel le plus propre possible, pour que le front montant de l'impulsion ne vienne pas perturber la nature de l'interaction. Et pour ça, on a développé une technique non linéaire qui s'appelle la génération de polarisation croisée, que tout le monde appelle XPW. On couple une impulsion qui sort de la première boîte dans un cristal non linéaire et on va générer une nouvelle onde à la même longueur d'onde. Et cette onde, nettoyée temporellement, on va pouvoir la discriminer par rapport à l'onde incidente grâce à un polariseur. Le prix à payer, c'est une perte d'énergie assez conséquente. On va donc passer par une deuxième chaîne d'amplification à dérive de fréquence qui requiert un étirement temporel pour baisser la puissance créée des impulsions, une amplification dans un milieu de saphir dopé au titane, et ensuite le compresseur qui va remettre toutes les fréquences ensemble temporellement pour synthétiser une impulsion courte à grande énergie. Une particularité de notre système laser, c'est la compacité des éléments dispersifs, afin de limiter l'influence de l'environnement sur les fluctuations de phase enveloppe porteuse. Le milieu amplificateur, il ne permet la génération que d'impulsions proches de 20 femtosecondes. Donc il y a quand même un ordre de grandeur en termes de durée d'impulsion qu'il faut gagner afin de pouvoir réaliser des expériences. Si on veut générer une impulsion plus courte, il va falloir élargir le spectre d'émission laser. Et la seule manière de faire ça, c'est d'avoir recours à l'optique non linéaire. On va confiner les impulsions en sortie de chaîne d'amplification à l'intérieur d'une fibre creuse tendue et on va introduire un gaz à l'intérieur de cette fibre. L'impulsion va être forcée de se propager à très haute intensité à travers ce gaz. On va créer un indice de réfraction non linéaire. Au fur et à mesure que l'impulsion se propage à travers la fibre, elle va générer de nouvelles fréquences. Donc ce qui sort, c'est un arc-en-ciel de lumière qui couvre pratiquement toute la bande d'émission dans le visible, qui va d'à peu près 400 nanomètres à 1000 nanomètres. Donc c'est vraiment une lumière blanche. Et ces fréquences sont cohérentes entre elles, c'est-à-dire que si on utilise une technologie pour contrôler la phase relative, c'est-à-dire le délai relatif entre toutes ces différentes fréquences, on va pouvoir synthétiser une impulsion théoriquement d'une durée proche du cycle optique.
Là maintenant, les impulsions sortent de la fibre et elles vont, à partir de ce moment, que se propager sous vide, puisqu'elles ont potentiellement une puissance crête de l'ordre du térawatt. Et c'est là où on va envoyer ces impulsions dans une enceinte qu'on appelle l'enceinte de compression. Après la fibre, on arrive dans une première enceinte dans laquelle il y a 2 wedges motorisés. Ensuite, l'impulsion est envoyée sur toute une série de miroirs chirpés. Donc on va pouvoir faire la compression sous vide en utilisant 2 éléments au final. L'ensemble de miroirs chirpés qui fait le gros du travail et les wedges qui permettent un ajustement fin pour arriver aux impulsions les plus brèves. L'impulsion est ensuite mesurée sous vide dans un D-scan, qui est un dispositif qui permet de mesurer la durée d'impulsion. Ensuite, l'impulsion est mise en forme sous vide, encore une fois. On va passer à travers toute une série de miroirs, un télescope qui permet d'ajuster la taille du faisceau, et on passe ensuite sur un miroir troué qui permet de prélever une partie du faisceau pour faire un faisceau sonde. Le faisceau sonde est envoyé sur une ligne à retard qui permet d'ajuster le retard entre l'impulsion principale et l'impulsion sonde, et ensuite envoyé vers l'enceinte d'interaction dans la salle d'à côté. Dans cette salle d'expérience, on a notre expérience d'accélération laser plasma. Il y a 4 personnes actuellement qui travaillent dessus. Lucas Rovige, doctorant, Julius Witsch, postdoctorant, Joséphine Monzac, qui est une étudiante de master, et Aline Vernier, ingénieure de recherche, qui a énormément contribué à l'instrumentation dans cette expérience. Les faisceaux laser sont transportés sous vide à travers un tuyau. Et on arrive dans cette première enceinte qu'on appelle une turning box, qui nous permet d'ajuster finement les faisceaux. Les faisceaux sont ensuite envoyés dans l'enceinte d'interaction. Le laser arrive dans cette enceinte, est envoyé sur une parabole hors-axe qui focalise très fortement l'impulsion laser sur quelques microns. Le jet de gaz se trouve dans une petite enceinte. Ces jets de gaz sont extrêmement petits, en fait ce sont des micro-jets. Donc il y a une tuyère qui a une forme très particulière qui est designée vraiment pour l'interaction, pour faire par exemple des chocs dans le jet de gaz, ce qui permet d'injecter les électrons dans la structure accélératrice. On a utilisé pendant longtemps de l'azote, et actuellement on est en train d'essayer de passer sur des gaz plus légers comme l'hélium et l'hydrogène. Donc l'avantage des gaz légers, c'est qu'il y a moins de problèmes d'ionisation, on ionise beaucoup plus vite et donc on a un plasma un peu plus rapidement dans l'interaction. Pour arriver aux densités électroniques dont on a besoin pour faire cette physique-là, il va typiquement falloir mettre 100 bars d'hélium par exemple. Donc c'est une quantité impressionnante qu'il faut enlever de l'enceinte et donc on a des énormes pompes, une pompe primaire vraiment de très grande capacité qui extrait la plupart du gaz. Et après on a un système de pompe primaire turbo pour garder la pression à l'intérieur de l'enceinte très faible. On peut essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de cette petite interaction micrométrique avec une panoplie de diagnostics. Donc on a des diagnostics qui utilisent le faisceau sonde pour imager le plasma, résolu en temps, puisqu'on vient éclairer le plasma avec une impulsion très courte. On peut aussi faire de l'interférométrie du plasma résolu en temps, donc typiquement on peut connaître la densité électronique du plasma, le profil du plasma. On a aussi toute une panoplie de diagnostics du faisceau d'électrons, où on va avoir en fait un scintillateur. Quand les électrons passent à travers du scintillateur, ils émettent de la lumière qu'on vient imager sur une caméra CCD. Et on peut remonter comme ça au profil angulaire du faisceau d'électrons, à la charge du faisceau d'électrons. Et si on vient mettre des petits aimants juste avant ce scintillateur, on peut dévier les électrons en fonction de leur énergie et construire un spectre d'électrons. Ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place en ce moment, ce sont des diagnostics avancés sur le laser. On a mis en place un diagnostic qui s'appelle InSight, qui est en fait un petit interféromètre qui permet de mesurer vraiment les couplages spatio-temporels dans le laser. Ces expériences nous permettent en fait d'accélérer des électrons à des énergies de quelques mégaélectronvolts. Et lorsque ces électrons vont toucher les murs de l'enceinte, ils vont être ralentis et générer beaucoup de rayonnement ionisant. Donc c'est évidemment très dangereux de rester dans la salle d'expérience. Et donc on a mis en place des murs de plomb, des choses pour arrêter le rayonnement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait la manip à distance. Tous les éléments sont motorisés sous vide et on peut aussi contrôler à distance tous les diagnostics. Il faut bien comprendre qu'on a des performances vraiment uniques, aussi bien du côté laser, on va avoir des impulsions de 3 millijoules, 3 femtosecondes au kilohertz, donc on a 1 terawatt au kilohertz.
ce qui nous permet donc d'accélérer des faisceaux d'électrons au kilohertz avec des énergies relativistes de quelques MeV. Donc, typiquement, on arrive à 3 MeV en routine. On a même des faisceaux qui sont très stables. Sur plusieurs heures, on peut réussir à obtenir une stabilité de faisceau en énergie, en pointée, ce qui fait qu'en fait, le faisceau est utilisable pour les applications. Donc les deux applications qu'on envisage sont d'abord la radiobiologie, où on va venir irradier les cellules cancéreuses avec nos faisceaux d'électrons. Donc ça, c'est plutôt utiliser les électrons comme une pompe. D'autre part, on peut aussi utiliser les électrons comme une sonde et venir sonder la dynamique ultra rapide dans les solides par diffraction d'électrons résolue en temps. Dans l'année qui vient, on aimerait continuer à optimiser cette source, à obtenir plus de charge pour les applications en radiobiologie, plus d'énergie aussi, et surtout mettre en place vraiment cette expérience de diffraction d'électrons résolue en temps.